Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance, petit flashback dans notre programme habituel du vendredi matin. Et donc nous accueillons sur le plateau de TV Finance Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'était difficile pour vous. On vous retrouve tous les vendredis sur notre plateau pour un point hebdomadaire de l'actualité macroéconomique, géopolitique, financière et de leur impact sur les évolutions de marché. Quel est votre bilan de la semaine, Éric ? Le bilan de la semaine est rouge et il est négatif, bien sûr. On a perdu environ 4% sur les mesures qu'on peut faire, nous, du jeudi au jeudi, du jeudi soir au jeudi soir, donc 4% de baisse. Donc le marché n'a pas supporté donc, effectivement la hausse des taux et l'annonce de l'inflation américaine supérieure aux attentes. L'euro s'est déprécié de près de 2% cette semaine, donc il est quasiment à 0,98, il se rapproche de 0,98, ce qui montre à nouveau la tendance baissière généralisée cette semaine. Oui, et on va voir avec vous dans votre choix d'actualité pourquoi justement les indices ont plongé et pourquoi l'euro également. Et donc on commence avec l'augmentation des taux de la Fed qui a comme prévu augmenter son taux directeur de 75 points de base, certains estimaient 1%, mais donc 75 points de base, mais au-delà de cette hausse de taux, c'est le discours de Jérôme Powell qui confirme qu'il y a un discours offensif de lutte contre l'inflation qui est très clair, quitte à mettre entreprises et ménages en difficulté. Absolument, ce nouveau discours est connu. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on sait que la Fed a changé de ton, notamment parce qu'elle a compris que l'inflation n'est pas transitoire, contrairement à ce qu'elle a raconté pendant de nombreux mois. Donc effectivement, la Fed a augmenté ses taux de 75 points de base, ce qui était anticipé majoritairement. Alors le marché a mal réagi parce qu'effectivement le discours demeure extrêmement agressif, avec des taux d'intérêt administrés qui sont anticipés à plus de 4%, voire 5 même, à l'horizon 2023. Donc c'est vrai que ça commence à faire peur et l'évidence enfin apparaît. Il faut monter les taux et surtout les taux étaient beaucoup trop bas par rapport à l'inflation. Alors cette hausse de taux de la Réserve fédérale américaine a pour conséquence d'augmenter la valeur du dollar, et qui dit augmentation du valeur du dollar sur le marché des devises, ça incite en fait les autres banques centrales, pour limiter l'inflation importée, à augmenter leurs taux. Résultat, la Banque d'Angleterre plus 0,75% de hausse de taux, et la Banque de Suède, qui n'est pas une des économies principales, mais quand même reflète un petit peu la tendance actuelle chez les grands argentiers mondiaux, a augmenté son taux directeur de 1%. Oui, c'est à nouveau, d'un point de vue, je dirais, factuel sur cette semaine, les éléments de hausse de taux qui sont confirmés. C'est-à-dire que la Fed n'est pas seule, toutes les banques centrales, finalement, du monde développé, en tout cas, remontent leurs taux d'une façon importante, notamment la Riksbank suédoise, donc la banque centrale de Suède, qui a augmenté de 100 points de base ses taux. C'est une surprise, on n'attendait pas autant. La Banque d'Angleterre a augmenté de 50 points de base, et donc cela confirme que en fait il y a une forme d'unanimité des banques centrales à augmenter les taux, parfois pour des raisons de taux de change effectivement, mais surtout parce que il faut limiter l'impact de l'inflation, et donc il faut réduire la croissance, parce que c'est ça l'objectif des banques centrales, c'est de casser la croissance. Très clair, réduire la croissance, du coup mathématiquement les agents économiques consommeront moins, produiront moins et consommeront, donc par la force des choses, la croissance devrait en pâtir. On poursuit ce tour de l'actualité avec encore l'actualité des banques centrales. Les grands argentiers mondiaux étaient à la manœuvre cette semaine, et là c'est la Banque du Japon. Alors la Banque du Japon, c'est la seule à rester à avoir ses taux directeurs en territoire négatif, pour contrer la puissante force du dollar. Le yen a atteint un plus bas de 24 ans face au billet vert. Elle est intervenue sur les marchés. Alors on ne sait pas exactement à quelle hauteur, mais du coup quand même c'est très important de le noter. C'est peut-être l'événement le plus important, en tout cas de la semaine, peut-être du mois ou même de l'année, en termes de marché financier, c'est que, effectivement, la Banque du Japon est intervenue sur les marchés d'échange. Alors, c'est compliqué. Ouais, pourquoi ? Et comment exactement ? C'est compliqué parce que la Banque du Japon est pleine de paradoxes. C'est-à-dire qu'en interne, donc elle mène toujours un quantitative easing forcené en absorbant, en achetant des obligations d'État et en émettant des nouveaux yens à l'intérieur, et à l'extérieur, elle rachète du yen. En quelque sorte, elle le vend à l'intérieur et elle l'achète à l'extérieur. Le but, c'est effectivement de limiter la dépréciation du yen. C'est la première fois depuis 25 ans
que la Banque centrale japonaise intervient sur le marché d'échange. Cela montre donc la volonté de rehausser quand même, ou de limiter l'effondrement du cours du yen, ce qui a des effets réels bien connus. On sait pourquoi elle le fait pour l'économie réelle. En fait, ça a des conséquences dans l'économie financière, dans la sphère financière. Le yen carry trade, comme on l'appelle, consiste en fait à emprunter du yen à des taux zéro, et immédiatement le vendre contre dollar pour profiter de taux d'intérêt à 3 voire 4%. Donc le spread, 3,25 le spread justifie ce montage, ce qu'on appelle le carry trade. Il est souvent l'arbitrage de devises. Donc finalement, c'est une source de liquidité qui revient sur le marché américain, qui permet de liquéfier, Ah oui, d'accord. Donc en fait, finalement, de tempérer, d'amenuiser le resserrement de la masse monétaire américaine, en fait, en réalité. C'est de remettre du dollar sur le marché pour empêcher que ça soit. Jusque cette semaine, il y avait encore une source de financement qui provenait du yen. D'accord ? Par les opérations de yen carry trade. Donc c'est pour ça qu'on parle de guerre de devises, en fait, en réalité. Non, là je parle juste des marchés financiers et de l'évolution des marchés d'actions. Et lorsque on coupe cette source de liquidité, qui est une source de liquidité comme d'autres, eh bien ça vient relancer la hausse des taux et affecter les marchés d'actions, tout simplement. Donc c'est ça qui me semble important de relever, et c'est peut-être l'événement le plus négatif de la semaine, et peut-être de l'année en quelque sorte, parce que ça pourrait catalyser une baisse plus profonde des marchés financiers, des marchés actions, marchés actions qui, alors. Maintenant, donc, on a fini de parler des indices actions. On parle de la guerre en Ukraine, puisque depuis mercredi dernier, Vladimir Poutine a haussé le ton, a fait appel à des réservistes, ces réservistes russes, en menaçant. Alors, il y a un nouveau paradigme qui est en train de se jouer d'un point de vue géopolitique et diplomatique. Il a dit qu'en gros, les régions annexées, il allait lancer un référendum dans les régions annexées, que ce référendum, on connaît tous le résultat. Du coup, mathématiquement, ces régions vont devenir russes, et donc du coup, l'armée ukrainienne menacera directement ces régions, ce qui justifie pour Vladimir Poutine l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est un nouveau paradigme et c'est assez inouï, je dirais. Voilà, oui, c'est dit. Donc voilà, donc en termes géopolitiques, c'est compliqué. Ouais. On le voit ici avec la mobilisation partielle donc en Russie, ce qui montre bien qu'au niveau géopolitique, ça ne s'améliore pas. Voilà. Et donc c'est le seul élément qui me semble important de retenir par rapport à cette chronique, c'est qu'en termes politiques et géopolitiques, c'est toujours négatif, c'est toujours rouge. Donc finalement, quand on fait le bilan de cette semaine, la note de cette semaine, elle n'est que teintée de rouge finalement. C'est -4, il n'y a que du négatif, à nouveau, surtout en termes monétaires. On le savait, on le sait depuis des mois et des mois, qu'on se retrouverait en septembre ou en deuxième partie d'année avec une restriction de monnaie importante. Elle arrive. Bon, donc ça c'est quelque chose de négatif. Il y a la Banque du Japon qui va finalement rendre très difficile, voire limiter ou interdire, entre guillemets, les opérations de carry trade, parce qu'il y aura toujours la menace que le yen augmente et que donc les fonds empruntés en yen soient remboursés plus cher. Et donc là, c'est la cata pour les opérations de carry trade. Donc ça, c'est un élément important en termes monétaires. Et puis l'élément politique, c'est qu'effectivement, ça va de mal en pis en ce qui concerne la situation géopolitique mondiale et la situation avec la Russie. Du coup, alors j'imagine que, comme depuis de nombreux mois, vous êtes toujours à l'écart des marchés actions. Alors nous, en tant que conseil des investisseurs de long terme, c'est notre travail, même si on regarde aussi les éléments de court terme, parce qu'on est toujours prisonnier en quelque sorte du court terme, en tout cas dans nos recommandations de long terme, on est toujours en dehors des actions. Là, on n'a pas encore purgé. Vous avez abaissé votre niveau cible de retour sur les actions ou il est maintenu Alors, on a calculé une évaluation du CAC 40 pour, je dirais, recalibrer nos seuils d'intervention sur l'allocation d'actifs. Et donc, on détermine un CAC 40 théorique ou une valeur du CAC 40 à 5700 points. Et donc, on considère finalement qu'il faut être en dehors de ce marché tant qu'on ne sera pas, je dirais, significativement sous-évalué pour commencer à se réintéresser à ce marché dont le niveau de risque demeure toujours extrêmement important. Extrêmement important, on l'a bien vu avec votre revue hebdomadaire de l'actualité des marchés financiers. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Balkan Expertise et que vous êtes sur notre plateau tous les vendredis.